Bonjour et bienvenue pour ce magazine T'as vu, présenté et réalisé par les Masters de journalisme. Au sommaire aujourd'hui, on fera la lumière sur la situation des prisons. On parlera du récent projet de loi sur le cannabis avant de découvrir l'association Earth. Et enfin, Taïkris était en conférence à la FLSH. Chloé, Rachel et Charlotte se sont rendues voir le syndicat des prisons pour connaître la situation actuelle. Les revendications, elles étaient essentiellement sur le sécuritaire. Si je rentre et que ma journée s'est bien passée, je suis bien, quoi. Donc c'est pas parce que je vais gagner 2 000 ou 3 000 euros en plus que je vais être mieux dans ma tête ou sur mon lieu de travail. Ou qui va me permettre, enfin voilà. Après, c'est ce qu'on dit depuis le départ. C'est pas demain si on appelle ma famille en lui disant qu'il m'est arrivé quelque chose de grave, qui va être contente que j'ai gagné 2 300 euros de plus, quoi, ou 4 000 euros. Dès le matin, quand on ouvre une cellule, c'est un surveillant, voire pour 2 détenus. Donc, on peut tout de suite aller à l'incident. Il faut savoir qu'en détention, on doit intervenir sur des incendies, sur des détenus qui ont des troubles psychiatriques. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'est pas formé. C'est pas évident de devoir décrocher quelqu'un qui vient de se pendre ou d'intervenir sur un feu, ou de désamorcer des conflits. Il y a plein de choses qui font que notre métier est de plus en plus difficile. Le député Fabien Roussel s'est rendu sur place et a envoyé une lettre à la garde des Sceaux pour faire part de l'inquiétude des surveillants. Il a tout simplement il a repris les revendications qui étaient émises majoritairement par les syndicats et par les surveillants pénitentiaires pour les transmettre à la ministre. Ils sont trop peu nombreux. La surpopulation carcérale entraîne finalement un gros déséquilibre entre le nombre de surveillants pénitentiaires et le nombre de personnes qui sont incarcérées. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir beaucoup de reconnaissance de la part de leur hiérarchie et également un manque de formation pour encadrer depuis récemment les détenus qui sont considérés comme radicalisés. C'est pas une question familière, mais c'est une question, on se doutait bien que tout n'était pas tout rose en prison, c'est une situation difficile, c'est on va dire le reflet le plus sombre de la société, donc on se doutait bien que tout n'était pas rose, mais on n'imaginait pas à quel point la situation pouvait être dégradée. Mais si vous en avez d'autres, si vous voulez en refaire. En janvier dernier, l'UNSA et l'UFAP ont signé un accord avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, tandis que FO et la CGT l'ont refusé. En termes de sécurité, quoi qu'en disent certains, on est satisfait. Il y a des revendications qui ont été faites, qui ont abouti, je veux dire, la séparation des détenus islamistes et les détenus les plus violents, avec des moyens de sécurité renforcés, avec du personnel, du recrutement. Donc de la formation pour les personnels, mais des formations qui ne seront pas seulement pour les personnes qui vont travailler sur ces bâtiments, mais aussi sur d'autres bâtiments. Si réellement ils nous construisent les 15 000 places qui nous ont promis, peut-être que c'est possible. Après, je pense qu'il faut aussi penser, il n'y a pas que l'incarcération. À l'avenir, il serait peut-être même plus très très urgent de séparer tout ce qui est les primaires, les récidivistes, les catégories de détenus, parce que aujourd'hui, je me demande comment on peut arriver à mettre un détenu qui est là pour, entre guillemets, alcoolémie, ou outrage ou rébellion, avec un détenu qui, à côté de ça, a tué ou violé. Chloé est avec nous sur le plateau. Bonjour Chloé. Bonjour Justine. Alors quel est un peu le bilan du problème des prisons en ce moment? Alors ils ont fait des mouvements de grève depuis l'agression de 4 surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil. Et aujourd'hui ils ont signé un accord, enfin du moins l'UNSA et l'UFAP ont signé un accord, mais l'AFO et la CGT sont toujours pas d'accord. Alors comment ça va se passer justement pour la FO et la CGT? Alors là, ils continuent à faire des mouvements de grève. Il y a 7 prisons qui sont encore affectées par ces mouvements de grève. Et on ne sait pas trop s'il y a peut-être d'autres choses, d'autres réunions qui vont se profiler pour essayer de trouver quand même une solution. En tout cas, il faut savoir que les surveillants pénitentiaires n'ont pas le droit normalement de faire de grève. Donc là, c'est plus des arrêts maladie, etc. pour vraiment faire pression en fait, sur l'administration. Et est-ce que les détenus ont été impactés par cette situation ou se sont rendus compte de ce qui se passait? Oui, alors l'Observatoire français des détenus a tenu à rappeler
que quand il y a des grèves comme ça, des mouvements comme ça, c'est souvent les détenus qui sont impactés parce que du coup, les balades, s'il y a des sous-effectifs, c'est plus possible. Les rencontres avec la famille, c'est plus possible non plus. Les coups de téléphone aussi, c'est un peu plus réduit. Donc finalement, ils sont un peu seuls et les familles n'ont plus forcément de nouvelles et eux non plus. Donc ça les impacte beaucoup. Donc finalement, même les détenus voudraient que la situation soit réglée. Oui, ils aimeraient que la situation se débloque. Bon. On espère que ça va vraiment se débloquer. Merci Chloé. Camille, Théo et Nicolas ont souhaité nous en apprendre plus quant à la nouvelle loi votée sur le cannabis. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la mise en place d'une amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis se précise. Si certains se réjouissent d'une dépénalisation, il n'en est pas vraiment question. On veut effectivement tout de suite, avec les tablettes modernes qu'on va avoir, avec les applications, tout de suite demander une somme, mais ensuite, il peut y avoir des poursuites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépénalisation de l'usage du cannabis. Dans la législation actuelle, depuis la loi de 1970, un citoyen interpellé avec un joint sur lui encourt 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Malgré tout, la France détient l'un des records mondiaux avec près de 700 000 consommateurs quotidiens, soit 1% de la population. L'automédication au sens large est très importante en France. Nous sommes les premiers consommateurs de psychotropes. Et donc les partisans du cannabis disent lorsqu'on utilise le cannabis, on utilise moins les psychotropes. Le cannabis, on pourrait imaginer, comme certains avocats le plaident, de pouvoir utiliser le cannabis en fin de vie. Mais personnellement, si un jour je suis en fin de vie, je préfère de beaucoup qu'on me donne de la morphine au cannabis parce que l'action sera beaucoup plus forte. L'année dernière, on m'a décelé un lymphome hodgkinien stade 4. Donc c'était un cancer des ganglions. Donc on m'a dit dans 3-4 jours, tu commences les chimiothérapies. Donc je me suis orienté vers le cannabis, on va dire ça comme ça. Plus précisément vers le CBD, donc le cannabidiol. J'ai fait quelques recherches, j'ai acheté un vapeau parce que je ne souhaitais pas le faire par combustion, puisqu'il y a les goudrons et tout ça, c'est très néfaste. Et j'ai utilisé ça pour atténuer certains effets. Ce qui a été très concluant, parce que j'ai vu la différence entre quand je ne le prenais pas pendant mes chimios et quand je le prenais. Mais le fait que l'on va toucher, saturer des récepteurs tout venant, on peut avoir de nombreux effets secondaires. Et l'effet secondaire majeur avec le cannabis, surtout chez les jeunes qui fument du cannabis tous les jours, c'est l'effet sur la mémoire et l'intellect, et sur la conduite automobile. Donc on sait que le cannabis est extrêmement délétère pour les fonctions intellectuelles et la mémoire. Et ça n'est pas la dose du tout, c'est le fait de la régularité de fumer du cannabis qui peut être très toxique pour le cerveau. Je savais à quoi m'attendre parce que avant cela, moi j'étais consommateur plus jeune, donc j'utilisais à usage récréatif. Ouais, j'aimais énormément l'herbe. Mais je le reconnais. Et j'ai arrêté le jour où j'ai eu mon fils. Donc quand j'ai repris pour le thérapeutique, c'est vrai que j'ai eu une crainte en me disant est-ce que je vais reprendre comme avant, mais je me suis convaincu de ne pas le faire puisque je n'en ai pas besoin. Là actuellement, j'ai terminé mes séances de chimiothérapie en juillet dernier et j'ai stoppé la vaporisation et je n'éprouve pas de manque pour autant. Si certains pays d'Europe comme le Portugal ont opté pour la légalisation face au trafic, la France semble camper sur ses positions malgré la recrudescence de l'automédication. Théo nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Théo. Bonjour Justine. Alors qu'est-ce qui va changer avec cette loi ? Alors cette loi de dépénalisation du cannabis, donc ce qu'elle va proposer, c'est de faciliter les perquisitions pour les personnes prises en flagrant délit avec du cannabis sur eux. Donc c'est censé faciliter le travail des policiers, donc c'est pour avoir un système plus rapide. Donc comme on l'avait vu dans l'interview dans le reportage sur Europe 1, donc ça permet avec leur tablette de pouvoir retrouver les personnes, etc. plus facilement. Mais il n'y aura pas forcément de grands changements. C'est surtout pour faciliter le travail des policiers.
D'accord. Et dans votre reportage, justement, vous parlez de la France qui campe sur ses positions. On en est où vis-à-vis de la légalisation dans d'autres pays, par exemple? Alors, dans d'autres pays, je vais vous prendre deux exemples. On a par exemple le Portugal qui, eux, ont souhaité dépénaliser totalement le cannabis au début des années 2000. Et il s'avère que c'est un franc succès. Pour le coup, ils ont réussi à vraiment maîtriser la consommation. Et il y a aussi l'Uruguay, donc l'Uruguay en Amérique du Sud, où il y a quand même beaucoup de problèmes au niveau de trafic de drogue, cartel, etc. Et eux, ils ont instauré des systèmes de clubs. Donc il y a quand même une carte d'abonnés, si je puis dire. Et du coup, en fait, ils peuvent sécuriser la consommation, la maîtriser. Et il y a aussi des pharmacies qui sont mises en place pour une utilisation thérapeutique du cannabis. Donc en France, pour le coup, on en est très très loin. D'accord, mais justement, est-ce que vous parlez de cannabis thérapeutique? Est-ce que c'est vraiment bénéfique aux patients? Alors c'est très dual comme question parce que comme on l'a vu dans le reportage et la personne qu'on a réussi à avoir pour témoigner, il avait beaucoup d'effets secondaires à cause de son traitement pour son cancer, mais ces effets secondaires ont été énormément atténués par l'utilisation de cannabis. Donc d'un côté, ça lui permet de mieux vivre durant le processus de guérison, mais de l'autre, c'est quelque chose d'illégal et normalement, c'est pas à prescrire. Donc je pense qu'il y a peut-être un travail à faire en France, du moins, pour essayer d'utiliser, pourquoi pas, le cannabis d'une manière thérapeutique contrôlée, parce qu'il y a certains médicaments qui ne peuvent pas enlever les effets néfastes de médicaments utilisés pendant une thérapie. D'accord, donc c'est quand même bénéfique. Pour lui, du moins, ça l'était et ça lui a permis d'être plus, de mieux aller, de mieux se sentir durant son traitement pour son cancer. D'accord, merci Théo. Merci à vous Justine. On va tout de suite découvrir l'association Earth avec un reportage de Julia et Juliette. Et dans un instant, la présidente de l'association va nous rejoindre sur le plateau. Ces derniers jours, à l'Université catholique de Lille, l'association étudiante appelée Earth fait parler d'elle. Mais qui se cache derrière cette appellation et quel est son but ? Donc l'association Earth, c'est l'association environnementale de la faculté de droit. Nous effectuons diverses actions coup de poing dans le but de sensibiliser les étudiants membres de l'université et de la faculté, que ce soit au niveau uniquement universitaire et au niveau local en partenariat avec la ville de Lille. Et cette semaine, c'est un événement particulier qu'a organisé l'association. Une collecte solidaire ouverte à tous pour aider les plus démunis. Alors cet événement, il est basé sur une semaine. Donc voilà, où pendant une semaine, les gens peuvent récolter et collecter toutes les affaires, que ce soit vêtements, livres, nourriture non périssable, enfin vraiment tout objet dont on n'a plus l'utilité à destination du secours populaire. Du côté des étudiants de l'université, l'initiative est saluée. C'est une bonne initiative de la part d'une association étudiante parce que je pense que aujourd'hui il y a des gens qui sont dans le besoin et avec la saison hivernale on trouvera toujours des gens qui ont besoin de vêtements propres et neufs et après à quoi ça sert de garder des vêtements que l'on ne met plus au fond du tiroir, au contraire ça prend trop de place donc autant tout retirer pour en mettre des nouveaux quoi. Et pour ceux dont le déplacement est plus compliqué, l'association a tout prévu. Pour les personnes qui ne sont pas motorisées ou véhiculées et qui habitent aux environs de la faculté, surtout quand il s'agit de dons très importants, nous nous déplaçons. La collecte solidaire a lieu jusqu'au 5 février prochain dans l'espace Robert Schuman. Claire-Marie Bélier est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes présidente de l'association Earth. Tout à fait. Vous pouvez nous rappeler un peu en quoi ça consiste ? Alors, l'association Earth, c'est l'association environnementale de la faculté de droit qui met en place des actions coup de poing, des sensibilisations tournées vers les étudiants, mais également au niveau du quartier et au niveau local. Donc, il peut s'agir, par exemple, comme l'a très bien expliqué le reportage, d'une collecte solidaire en partenariat avec une autre association solidaire de la fac de droit, Solidact, mais également le ramassage de déchets, l'organisation de conférences, la participation il y a 2 ans à la COP21. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui participent à l'association ? Alors, nous avons une quinzaine de membres actifs, mais nous pouvons monter jusqu'à une 50aine d'étudiants mobilisés.
Est-ce qu'on peut venir par exemple juste pour une mission participer? Bien sûr, c'est le but du jeu parce qu'on sait qu'avec l'emploi du temps étudiant, c'est très compliqué de se libérer pour faire de telles actions. Donc n'importe qui peut venir, il suffit juste de nous le proposer, de nous proposer même une idée si on en a envie. Le but du jeu, c'est vraiment de s'ouvrir au plus large public. Et comment on peut vous contacter justement si on a envie de participer à un des événements? Alors vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Association étudiante Earth ou bien par mail qui est indiqué aussi sur la page Facebook association.earth.lille@gmail.com. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que les événements sont référencés quelque part pour qu'on puisse choisir si on veut participer? Alors nous faisons de la communication essentiellement sur Facebook mais également sur Eventsy et vous pouvez trouver nombreuses, pas très écologiques, mais de nombreuses affiches dans l'université. D'accord. Et quels sont justement vos événements à venir? Alors par exemple, la semaine prochaine, le jeudi 8 février, nous allons organiser un ramassage de déchets dans le jardin Vauban, à proximité de l'université pour que ce soit plus accessible aux étudiants. Nous avons en ce moment un événement par semaine, donc la semaine suivante ce sera une vente de gâteaux, la semaine encore après une conférence, tout va arriver assez rapidement. D'accord. Et alors justement, vous, c'est un peu votre fierté cette association, puisque vous êtes la présidente? Oui, avouons-le, ça fait extrêmement plaisir parce que j'ai créé cette association il y a maintenant presque 3 ans. Elle a assez bien pris, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les étudiants s'intéressent à un tel sujet. Et bon, oui, il y a un petit peu de fierté pour une sorte de bébé qu'on a créé et qui j'espère restera pérenne et bien implanté dans l'université. Et ça fait combien de temps du coup là que vous l'avez créé? 3 ans. 3 ans, d'accord. Et justement, là vous êtes étudiante encore? Oui, tout à fait. Et comment ça va se passer après? Vous allez la continuer? Vous allez l'arrêter? Alors, j'espère bien que l'association va continuer. Nous avons une équipe très motivée derrière pour reprendre. Étant donné que je suis en Master 1, il est vrai que je ne suis pas certaine de rester présidente encore très longtemps, mais je pense qu'elle va continuer puisque nous avons même des étudiants d'autres facultés qui nous ont rejoints très récemment. Donc, aucun souci de ce point de vue-là. Bon, bah super, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Dans un instant, on va rencontrer Ty Chris par un reportage qui a été réalisé par Gary. Nous nous retrouvons à l'Université catholique de Lille, dans l'hôtel académique pour la réception de Ty Chris, grand champion de sport extrême, où il donne une conférence autour du thème du rêve, de l'ambition et de l'audace. Allons voir de plus près ce qui s'y passe. Alors, on va aller demander aux étudiants un petit peu le pourquoi de leur présence. Alors, bonsoir. Vous êtes étudiant en quelle filière? En licence 3 économie-finance. Ok. Pourquoi vous souhaitez venir à cette conférence ce soir? C'est avant tout pour rencontrer un personnage de l'autorité publique qui a réussi dans divers domaines, aussi bien sportif qu'économique. Et c'est toujours intéressant d'écouter quelqu'un qui a réussi sur différents... Parfait, merci. Bonne conférence. On va reculer par là-bas, aller voir pour la réaction d'une fille. Hop, par ici. Bonsoir, vous êtes étudiante en quelle filière? En LEA. Parfait. Et vous souhaitez, vous attendez quoi en fait de cette conférence de Ty Chris ce soir? M'ouvrir l'esprit à un autre domaine et je voulais écouter quelqu'un qui avait de l'expérience. Du coup, là, j'ai commencé à créer une boîte et je commençais à comprendre le marketing et tout, mais ma première passion c'était le roller. Ty Chris, âgé de 42 ans, est le sportif le plus titré de l'histoire des sports extrêmes. Triple champion du monde de roller, détenteur de plusieurs records mondiaux, il est aussi animateur de télé et désormais fondateur de sa société de télécommunications On-Off Telecom. C'est sur sa première carrière sportive et sa seconde entrepreneuriale que Ty Chris est venu partager son expérience avec des étudiants réunis en nombre. La conférence vient tout juste de se finir, donc on va à la rencontre de Ty Chris. Quel est ce soir le message que vous voulez faire passer aux étudiants? Alors le message que j'essaye de faire passer, c'est vraiment de revoir les choses en grand, de rêver, de laisser place à leur imagination, de se dire que tout est possible. C'est des grandes phrases qu'on a l'habitude d'entendre un peu partout. Mais... À qui ce message s'adresse-t-il? Aux étudiants principalement ou vous élargissez la portée qu'il peut avoir? On élargit la portée parce que moi par exemple je me suis réinventé dans des moments justement où j'avançais dans l'âge, etc. Donc finalement tout le monde à n'importe quel moment a des doutes personnels, où tu as envie de te réinventer, ou essayer quelque chose de nouveau, peut-être dans ton job, tu te plais plus ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de structure et de pensée globale, à savoir est-ce que un chômeur, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait d'études, est-ce que quelqu'un qui est dans une famille grande qui n'a pas accès à des études payantes, est-ce que lui peut s'approprier votre discours plus facilement? Mais 100%, en fait.
Bien sûr qu'il y a des gens qui ont plus d'avantages que d'autres, ça c'est clair. Il y a des gens qui sont, qui sont nés fortunés, d'autres qui ne sont pas nés fortunés, d'autres qui ont des études, etc. Chacun a sa vie. Par contre, la route peut être plus ou moins longue pour y arriver en fonction d'où on part, mais à partir du moment où on n'abandonne jamais, où il y a de la persévérance et de la remise en question continuelle, etc., et des bonnes idées, etc., à la fin, ça ne peut que marcher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que ceux qui abandonnent qui perdent, tant qu'on n'abandonne pas, etc. Vous parlez d'ubérisation, de flexibilité, de pensée out of the box. En fait, vous rejoignez un petit peu la pensée Macron et la Startup Nation, non? C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est clair. J'ai rencontré en plus Emmanuel à plusieurs reprises. C'est clair qu'il a... C'est agréable de voir un jeune qui arrive comme ça à la présidence et qui va faire, j'espère en tout cas, bouger un peu plus les choses. Allez, on va poser quelques questions, quelques petites réactions après la conférence. Bonsoir. Est-ce que Taïkris vous a aidé à penser out of the box? Ah oui, beaucoup. Bon, plus spécialement. En tout cas, c'était une super conférence. Et Taïkris, il vend vraiment du rêve et c'est génial. Et là, la petite bière pour savourer, voilà, il n'y a rien de mieux, quoi. Je suis un peu comme lui, je veux, je peux. Et les gens qui sont dans des conditions où il est très difficile de pouvoir s'en sortir? Les gens qui sont dans cette condition-là, il y a toujours une solution. On a toujours un ange gardien tous les jours. Croire en ses rêves, ne rien lâcher, entreprendre, la pensée de Taïkris semble en adéquation parfaite avec notre époque. Mais elle pourrait cependant s'annoncer être une pure incantation pour les catégories sociales les plus défavorisées. Je suis accompagnée de Gary et Charlotte sur le plateau. Bonjour. 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 Alors, dans quelques instants, Charlotte nous parlera des événements à venir, mais tout de suite, Gary, vous êtes rendu sur place avec Marine. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont les éléments à retenir principaux de cette conférence? Alors, c'est une conférence qui était autour du thème, comme je l'ai dit, de l'ambition, du rêve, de croire en soi, de la confiance, de l'envie de poursuivre ce qui nous anime. Donc, avec tout un discours sur la motivation et le développement personnel. Alors, finalement, en quoi Taïkris était la personnalité la plus crédible pour répondre aux questions des étudiants? Alors la plus crédible, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. En tout cas, une des personnes avec une certaine légitimité dans le domaine, puisqu'il est issu d'un milieu social où il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent, il n'a pas fait d'études, donc il est parti de pas grand-chose. Et il faut l'avouer, il a quand même fait une énorme carrière de sportif. Le personnage le plus titré de l'histoire des sports extrêmes, champion du monde, triple champion du monde même de roller, il a tout un tas de records, et puis il a lancé aussi des business, ce qui fait un petit peu le French Dream, si on pourrait dire, c'est un petit peu l'archétype, donc voilà, ça lui donne une certaine légitimité pour avoir ce type de discours auprès des étudiants. D'accord, et est-ce que justement, pour vous, il manquait quelque chose dans ce discours ? Alors, manquer quelque chose, oui et non. Je pense que la plus grosse lacune de ce type de discours, c'est qu'elle individualise absolument tout. Et qu'elle dit, si tu veux et dois t'en sortir, tout partira de toi-même. Donc c'est complètement négliger les déterminants sociaux, les effets de structure, les effets d'inégalité sociale à la racine. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une pensée, selon moi, du collectif et de l'émancipation collective en partant de l'individu, mais on est dans cette émancipation uniquement individuelle, voilà, qui à mon goût a certaines lacunes à ce niveau-là, quoi. Merci Gary. Merci. Charlotte, vous allez nous parler des événements à venir cette semaine. C'est ça, et on commence ce soir à 16h aujourd'hui, l'île Grand Palais, c'est le salon Choco & Co qui commence. Ça dure 3 jours, il va y avoir de nombreuses activités, il y a plus de 50 exposants. Comme la dernière, il y aura un défilé en robe de chocolat, il y a des ateliers gourmands, des chefs vont cuisiner sous vos yeux, vous pourrez également goûter ce qu'ils vont cuisiner. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour avoir l'entrée à 5 €. Samedi, dimanche, ce sera 7 €. Aujourd'hui, c'est également la Chandeleur à Fives au Musical à partir de 20h jusqu'à 23h. Ils font une crêpe party. Ils s'occupent de tout, ils s'occupent de toutes les crêpes. Et du coup, il faut évidemment consommer si vous voulez pouvoir profiter de ça. Mais c'est la crêpe party à partir de 20h à Fives. Mardi 6 février à Charles Aznavour qui sera au Zénith Arena de Lille. C'est le dernier concert de sa tournée qui a commencé le 20 janvier. Il reste quelques places. Les prix sont de 62 à 238 €. 238 €, c'est pour la catégorie prestige, bien entendu.
Pour revenir à ce soir, il y a le Kinépolis de l'Homme qui organise une avant-première du film Labyrinthe. C'est le 3e et dernier volet de la saga, avec Kaya Scodelario et Dylan O'Brien. Donc c'est ce soir à 19h45. Le film est diffusé en laser ultra en 4K. Le Kinépolis de l'Homme, c'est l'une des 2 salles en France qui possède cette technologie. Et on finit demain avec une projection du documentaire Regarde ailleurs à 19h à l'Hybride. Le réalisateur sera présent, donc c'est Arthur Levivien. Il a rencontré les exilés de Calais avant et après le démantèlement de la jungle. Et c'est dans le cadre du projet Migration, c'est un réseau d'hébergement pour les migrants. Et du coup, est-ce que vous allez vous rendre à l'un de ces événements, Charlotte? Sûrement au Salon du chocolat, parce que c'est très important le chocolat, c'est bon pour la santé et pour le moral. C'est bon pour la santé. Moi, ce sera la petite projection sur la situation à Calais, je pense, qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Bah, merci en tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir éclairés sur les prochains événements et Gary pour votre reportage. C'est la fin de notre journal T'as vu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à midi pour de nouveaux reportages. Merci à tous.